podcast Binge Audio. Produit par Binge Audio et Bourse de Commerce, Pinot Collection. Dan a la tête ailleurs ce matin-là lorsqu'il gravit rapidement les marches du musée d'histoire naturelle de New York. Il enfile sa tenue de gardien et déambule dans le bâtiment. Sera-t-il posté près des squelettes de dinosaures aujourd'hui, ou devra-t-il plutôt surveiller la section des insectes ? Le choix est vaste. Il y a tout de même 30 millions de spécimens exposés dans ce musée. 30 millions de possibilités au moins d'émerveillement. Mais Dan est obnubilé par autre chose. Par les lumières. Ce qui l'intrigue, tout particulièrement, ce sont les tubes fluorescents. Ces minces cylindres linéaires qui diffusent la lumière. Il a la sensation que ces lumières électriques pourraient être de l'art. Ou plutôt, qu'il pourrait créer un art de la lumière électrique. Brusquement, Dan sort l'une des feuilles qu'il conserve dans sa poche, il s'appuie sur un pan de mur et note rapidement quelques mots. L'idée se précise à mesure qu'il écrit. Le voilà qu'il entame un croquis, quand soudainement une main se pose sur son épaule. Mince, voilà son responsable. Dan plie rapidement la feuille, mais le regard de son chef ne trompe pas. « Vous savez qu'on ne vous paye pas pour être artiste ?» Dan n'a pas grand-chose à répondre à cela, et être gardien de musée lui a ouvert l'esprit, plus qu'il ne l'imaginait. Et il est peut-être temps de tourner la page et d'allumer la lumière. Ce gardien de musée n'est autre que Dan Flavin. Un artiste américain né dans les années 30 est considéré comme l'une des grandes figures du minimalisme, même s'il s'en est toujours défendu. Ce travail de gardien de musée, il l'a exercé pendant plusieurs années dans plusieurs institutions new-yorkaises. Et c'est à ce poste qu'il a élaboré le principe artistique qui allait devenir sa signature. À partir de ce moment-là, toutes ses créations se sont articulées autour de ces sources de lumière qu'il dispose dans des espaces bien spécifiques. Elles sont chargées de son humour, de ses émois, ses admirations et ses obsessions. Comme une trace qui rappelle que l'artiste n'a jamais rien fait au hasard. Ça a commencé comme ça, Dan Flavin. Daniel Flavin est né le 1er avril 1933, quelques minutes avant son frère jumeau, David, dans le quartier du Queens, à New York. Et très tôt, il semble avoir des aptitudes pour le dessin. Sa mère s'est d'ailleurs souvenue qu'il avait représenté le passage d'un ouragan à Long Island en 1938 à seulement 5 ans. Mais sa mère a aussi également jeté ce dessin. D'ailleurs, elle a jeté tous les dessins que le jeune Daniel a réalisés dans son enfance. Car il y a peu de place pour la fantaisie et la créativité dans l'enfance du jeune Daniel. Ses parents sont des catholiques pratiquants. Son père, en particulier, rêve de faire de ses 2 fils des prêtres. Des années plus tard, Dan Flavin racontera que la religion lui fut imposée afin de réduire à néant le reste d'optimisme enfantin qui lui restait. Ils l'inscrivent donc, lui et son frère, dans une école religieuse. Son esprit ne demande qu'à s'échapper et il trouve quelques refuges. Il est fasciné par la dramaturgie liée à la messe et à tout son décorum. La musique, les vêtements liturgiques, l'encens et les bougies, tout ce qu'il côtoie de près lorsqu'il officie comme enfant de chœur. Sans qu'il puisse donc donner son avis sur cet avenir dicté par sa famille, il se retrouve au séminaire de Brooklyn. Il a 14 ans et visiblement aucune vocation pour la prêtrise. Il finit donc par quitter l'établissement. Il dira, avec tout l'humour dont il est capable, qu'il a alors été poussé à fuir les échecs du séminaire pour affronter la terrifiante vie profane de l'autre côté des murs. De l'autre côté, justement, la vie n'est pas de tout repos non plus. À 20 ans, il fait son service militaire alors que l'armée américaine est engagée dans une guerre en Corée. C'est l'un des premiers conflits de la guerre froide qui oppose le bloc communiste au bloc occidental soutenu par les États-Unis. À Washington, le climat de tension créé par l'attaque des Coréens du Nord contre la Corée du Sud ne s'est pas apaisé. Et on prévoit dès maintenant des envois massifs de troupes.
Sur place, Dan Flavin est affecté au service météorologique et il stationne sur une base militaire. Il parvient cependant à suivre des cours d'art. Et il poursuit cet apprentissage à son retour, en s'inscrivant à la New School for Social Research, puis à Columbia, où il étudie la peinture et le dessin. Il a désormais la certitude qu'il doit faire de l'art son métier. Dan Flavin est un autodidacte, à la fois passionné par les artistes, par l'histoire de l'art, et obsédé par l'idée de construire son propre chemin. C'est donc à ce moment-là qu'il enchaîne les petits boulots pour gagner sa vie, dans des lieux qui lui permettent d'approcher sa passion pour l'art. Il travaille au service du courrier au musée Guggenheim, puis au MoMA. Là-bas, il est gardien de salle et garçon d'ascenseur. Mais il n'est pas le seul. Le prestigieux musée est un repère d'artistes brillants en devenir. Sol Lewitt, le célèbre artiste conceptuel, y travaille comme réceptionniste. Flavin y croise aussi la future critique d'art, Lucy Lippard, ainsi que celle qu'il épouse en 1961, Sonia Severdija. Et puisqu'on en parle, à quoi ressemble le monde de l'art au début de ces années 60 ? Bien à New York, en tout cas, on est en pleine effervescence. L'expressionnisme abstrait a dynamité les codes classiques de la peinture avec des artistes comme Jackson Pollock ou Mark Rothko. Le pop art bouscule les frontières entre art et consommation. Mais un nouveau courant émerge, bien différent, le minimalisme. Un mot déjà, qui dit tout. Un art qui cherche le dépouillement, une simplicité apparente, sans fioritures. Volonté de cerner les formes essentielles de l'art. Car c'est bien là que réside l'attitude minimale. Elle veut oublier tous les pièges sensibles de la création et de la perception. Sentiments, émotions, sensualité. C'est dans ce bouillonnement créatif que Dan Flavin tente de trouver sa propre voie. Voici ce qu'il dit de cette période. Dans un sens, c'était presque paralysant de vouloir devenir artiste à New York dans les années 60. Il fallait à tout prix être original. Et on n'avait pas le temps de faire cet effort. C'est à ce moment que dans les couloirs du musée d'histoire naturelle à New York, il conçoit un art de la lumière électrique. Souvenez-vous, il s'était même fait remonter les bretelles par son chef quelques paragraphes plus tôt. Il entame alors une grande série, les Icons, ou en français, icônes, qui l'occupent pendant plusieurs années. Des toiles carrées de couleurs diverses associées à une source de lumière, comme une ampoule par exemple. L'un de ces icônes percute sa vie personnelle. En 1962, son frère jumeau meurt de la poliomyélite et il lui dédie Icon 4, The Pure Land, une toile carrée peinte en formica blanc surmontée d'une lampe de lumière blanche. Comme une troublante représentation du recueillement. Et bientôt, Dan Flavin va connaître le tournant de sa vie artistique. Nous sommes le 25 mai 1963. Dan Flavin prend un tube fluorescent jaune de 2,4 mètres de long et décide de le fixer sur un mur de son atelier. Il ne le met pas à la verticale, non, il le positionne avec un angle de 45 degrés. Et puis il allume la lumière. Que ressent-il lorsque la lumière jaune jaillit ? On ne peut que l'imaginer. Imaginez que soudainement la couleur jaune emplit la pièce, transforme l'espace, crée des ombres, une atmosphère. Ce jour-là, en tout cas, Dan Flavin crée une œuvre d'art. Une œuvre d'art initiatique, la première d'une longue série. Il dédie l'œuvre à Constantin Brancusi, le sculpteur roumain. Il fait référence à la colonne sans fin, une sculpture en acier de 30 mètres de haut qu'a érigée Brancusi en 1938 en mémoire des victimes de la Première Guerre mondiale. Et désormais, ce tube lumineux sera l'élément clé de la pratique de Dan Flavin et il ne s'en séparera plus. Il établit par ailleurs quelques règles simples. Il utilisera toujours des tubes lumineux disponibles dans le commerce. Il se contentera donc des couleurs standards des tubes colorés, ainsi que de toute la gamme de la lumière blanche. Il refusera le nom de néon. Le néon désigne un gaz, rien à voir avec ses lampes à lui. Il refuse également le mot « travail ». Ce n'est pas ainsi qu'il veut désigner ce qu'il crée. Il appelle ses œuvres « proposals » ou « propositions » et ses installations « des situations ». C'est assez évident en fait. Dan Flavin développe son propre langage pour parler de ce qu'il crée. Il déconstruit les termes habituels de l'art, sans doute parce que ces situations sont des expériences uniques et inhabituelles. Ce qui lui importe, c'est ce que la lumière renvoie, la manière dont elle vibre, comment elle transforme l'espace et finalement, comment elle nous englobe nous en tant que spectateurs.
D'ailleurs, lors de sa toute première exposition entièrement consacrée aux lumières fluorescentes, Dan Flavin a changé la couleur de certaines ampoules après avoir vu leur effet dans l'espace. Autant vous dire donc que Dan n'a jamais accepté l'étiquette d'artiste minimaliste, même si encore aujourd'hui, on le considère comme l'un des maîtres et précurseurs en la matière. Après cette première œuvre, Flavin décline ses situations. Il varie les intensités, mêle les couleurs, crée un dialogue entre la lumière et le lieu dans lequel elle éclaire. Cela peut être une pièce entière, ou alors un détail, un coin, une embrasure de porte. En 1966, il présente une œuvre intitulée « Green Crossing Greens », que l'on pourrait traduire par « du vert croisant plusieurs verts ». Il s'agit en fait de 2 barrières composées de tubes fluorescents verts qui se croisent, chacun à une hauteur différente. Là aussi, l'œuvre s'inscrit dans l'espace. Elle empêche concrètement le spectateur d'aller plus loin. Elle sanctuarise un espace vide derrière elle, baigné de cette couleur verte. Il dédicace cette œuvre à l'artiste Piet Mondrian. Plus exactement, il la dédie à, je cite, « Piet Mondrian qui manquait de vert », car Mondrian était un maître de l'abstrait qui avait banni cette couleur de sa palette. Évidemment, lorsque l'on pense à l'enfance de Dan Flavin, à son éducation religieuse très stricte, on peut regarder ces lumières d'une autre façon. Y a-t-il une ambition métaphysique, un sens spirituel à tout cela ? Dan Flavin a toujours nié, quant à lui, cette influence. Pourtant, il y avait un sous-titre à sa première œuvre. Souvenez-vous, le tube placé en diagonale sur le mur. Elle était sous-titrée « Extase personnelle ». Quoi qu'il en soit, Dan n'a pas totalement renié l'univers religieux. Il a même créé une installation permanente pour une petite église de Milan, en Italie, Santa Maria Annunziata. Il conçoit l'installation, dont le principe est de projeter à l'intérieur de la construction des nuances de lumière bleue, jaune, rouge, donnant une atmosphère absolument unique. Cependant, Dan ne verra pas l'aboutissement de cette œuvre. Il décède avant qu'elle ne soit totalement finalisée. Elle est inaugurée 1 an plus tard, en 1997. Si l'on espère comprendre l'effet de l'œuvre de Dan Flavin sur le monde de l'art, il faut peut-être laisser le dernier mot à l'un de ses contemporains. Le sculpteur américain Tom Doyle disait de lui « En ce qui me concerne, Dan Flavin a détruit les lumières électriques. Je reviens désormais aux bougies. » Ça a commencé comme ça est un podcast Binge Audio, Bourse de commerce Pinot Collection, écrit par Caroline Alazi, raconté par moi-même, Younes Boussif. Prise de son, Paul Berthiaud, et réalisation, Elisa Grenet.